C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit dont voici le sommaire. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va discuter dans la ville d'Entebbe en Ouganda avec les présidents William Ruto du Kenya et Yoweri Museveni de l'Ouganda dès le jeudi 16 novembre 2023 des questions liées au mandat controversé de la force de l'EAC dont les troupes sont déployées à l'est de la RDC. Faut-il renouveler les mandats de cette force? La réponse dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit toutes les autorités et services concernés au niveau provincial par les incidents tribaux au territoire de Malemba-Nkulu, province du Olomami dans l'ex-Grand Katanga, de prendre des dispositions et mesures qui s'imposent pour établir toutes les responsabilités et tirer les conséquences de ces actes criminels et déférer leurs auteurs devant la justice. La synergie des infirmiers du Congo, le PEV, programme élargi des vaccinations, seront en campagne à partir de jeudi 16 novembre sur toute l'étendue du territoire national pour la vaccination des enfants de moins de 5 ans contre la poliomyélite. Cette campagne de la Solsico se déroule en collaboration avec l'UNICEF. Une fois de plus, bienvenue. J'ai l'annoncé en titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu le jeudi 16 novembre à Entebbe, en Ouganda, puis à Nairobi, au Kenya, pour des rencontres bilatérales avec ses homologues Yoweri Museveni et William Ruto. Ils mettront l'accent sur les questions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo, au moment où l'armée ougandaise est actuellement engagée dans des opérations dans la partie est du pays. Suivez. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu ce jeudi à Entebbe, en Ouganda et à Nairobi au Kenya pour de rencontres en tête-à-tête avec ses homologues ougandais Yoweri Museveni et kenyan William Ruto. L'ordre du jour de ces échanges n'a pas été divulgué, mais les sources indiquent que les discussions porteront probablement sur les relations bilatérales, mettant l'accent sur les questions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est à noter que l'armée ougandaise est actuellement engagée dans 2 opérations en RDC. D'une part, elle participe à une opération conjointe avec les forces armées de la RDC et FARDC dans le territoire de Beni au Nord Kivu pour combattre les combattants ADF. En août dernier, le président ougandais Yoweri Museveni avait tenu une réunion avec les hauts officiers de forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et de FARDC pour évaluer les progrès de cette opération sur terrain. D'autre part, l'UPDF est également engagé au sein de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la lutte contre le M23. Cette force, dirigée par le Kenya, est critiquée par Kinshasa. Félix Tshisekedi exprime son refus de renouveler son mandat, qu'il qualifie d'inefficace sur le terrain, certains contingents étant même accusés de complicité avec le M23. Restons toujours dans les chapitres liés à la présidence de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a au cours de son discours sur l'état de la nation dressé un tableau complet de réalisation de son quinquennat. C'était le mardi 14 novembre 2023 devant le Congrès au Palais du Peuple. Suivez les propos du chef de l'État. Autant que la politique, l'économie joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. D'entrée de jeu, laissez-moi vous rassurer que notre économie en 2023 se porte bien. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020, surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, en particulier le secteur minier.
a été le moteur de cette croissance, avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 et une croissance prévue solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture, y compris la foresterie, l'élevage, la chasse et la pêche, a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. Ma détermination à matérialiser ma philosophie fondée sur la revanche du sol sur le sous-sol ne demeurera pas sans effet. L'implémentation du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, le CCP-PNAA, chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation d'une part, et l'opérationnalisation du Fonds social de la République démocratique du Congo, restructuré, chargé de la coordination, de la gestion et de la mise en œuvre du programme de transformation de l'agriculture, d'autre part, permettront de mettre en valeur notre grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. Depuis plus de 3 décennies, à la suite des guerres d'agression dont notre pays a fait l'objet, des millions de compatriotes ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les cas les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Les vaillantes victimes survivantes, délaissées et marginalisées ne pouvaient prétendre à aucune réparation. Au contraire, elles se sont vues imposer le silence et contraintes à l'anonymat par crainte de représailles, et ce, à la satisfaction des bourreaux, eux assurés de l'impunité totale. Face à ce tableau sombre, la nation ne pouvait ni ne devait rester indéfiniment impuissante. C'est pourquoi, en marge de mon combat sans répit contre l'impunité des auteurs de ces actes odieux, j'avais pris l'engagement d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement à la suite de la signature avec l'Organisation des Nations Unies de l'addendum au communiqué conjoint sur les violences sexuelles. Des propos recueillis par Guy Ilunga Kabamba. En parlant de réalisation, après 2 ans et 4 mois de travaux, un nouveau poste de fourniture de l'énergie électrique de la SNEL, Société nationale d'électricité, d'une capacité de 200 kV, a été inauguré par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, le lundi dernier. Située au quartier Kinsuka, commune de Mongafula, cette mégastructure, dotée d'une haute technologie, va alimenter une ligne de 70 km avec 120 pylônes pour un réseau à la fois régional et domestique qui va des Zongo 1 à Kinsuka. Explication de la cellule de communication de la présidence. Sortie des terres du quartier Kinsuka dans la commune de Mongafula, cette méga infrastructure est le plus grand poste 200 kV de la capitale Kinshasa. Doté d'une salle de cuvage moderne, ce poste est stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. Après 2 ans et 4 mois de travaux, ce premier réseau de distribution automatisé en RDC est opérationnel. Et le président de la République a fait le déplacement de ce site de Kinsuka ce lundi 13 novembre 2023 pour présider la cérémonie d'inauguration de ces joyaux. Très ovationné par la population désormais bénéficiaire d'une desserte améliorée en électricité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coupé le ruban symbolique en présence de nombreux officiels et du directeur général de la Société nationale d'électricité. Guidé par le responsable de la SNEL, le président de la République a eu toutes les explications sur le fonctionnement de ce poste. Il s'agit ici d'une ligne de 70 km avec 120 pylônes partis des Zongo 2 jusqu'à Kinsuka.
Ces postes reçoivent également du courant de Brazzaville pour constituer en plus 50 MW injectés dans les réseaux domestiques de la SNEL Kinshasa. À l'étape de la salle de commande et de contrôle, le chef de l'État a apprécié la haute technologie dans le travail qui devrait être réalisé. La méga infrastructure est dotée de 68 cabines de distribution, 42 000 compteurs intelligents et avec un système de gestion. Construit avec le partenariat d'une entreprise chinoise, Shanghai Electric, le poste 220 kV devra améliorer et accroître la desserte dans plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Et c'est pas de plus pour une ville sans poche noire, fait la joie de cette population venue spontanément saluer l'œuvre et son artisan. Parlons processus électoral dans ce journal. Il ne faut plus compter que 25 candidats à la présidentielle de décembre 2023 au lieu de 26 comme il était établi sur la liste publiée par la CENI. Un des candidats, M. Ngoy Wangoy, congolais de la diaspora, a décidé de retirer sa candidature de la course pour des raisons selon lui liées à certaines questions essentiellement patriotiques. Il s'en remet donc à la candidature de Félix Tshisekedi pour engager le même combat. Suivez ses propos. Ces élections risquent de constituer le feu qui embrasera la poudrière et conduire le pays à une implosion. Ces élections risquent d'être faites pour des intérêts égoïstes personnels et inavoués au détriment de la paix et l'unité du peuple congolais. Très chers compatriotes, c'est ainsi que pour la paix, l'amour, l'unité et la solidarité envers le peuple congolais, abandonné à lui-même, je suis dans l'obligation de sauver le peuple congolais en danger de l'Est et de la diaspora à l'étranger. Que je viens me ranger du bon côté, le peuple d'abord, en vous annonçant que je retire ma candidature comme président de la République démocratique du Congo aux élections de 2023, afin de privilégier l'intérêt général, la cohésion, l'unité, la paix et l'amour du Congo, de compatir avec le peuple congolais en détresse. Très chers compatriotes congolais, je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir ou pour m'enrichir, mais je dois me ranger du bon côté, le peuple d'abord. À cet effet, je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de protéger les opposants, d'organiser et convoquer une table ronde qui réunira tous les acteurs politiques, candidats présidents et les autres représentants de la société civile, judiciaire et militaire, afin de partager la vision commune de l'avenir du Congo. Dans le même chapitre, dans un communiqué rendu public le lundi 13 novembre 2023, la mission d'observation électorale CENCO-ECC fait savoir qu'elle apprécie à juste titre la décision de la CENI sur la publication de la cartographie de bureaux de vote et l'exhorte par la même occasion à rendre la dite cartographie téléchargeable et imprimable dans le plus bref délai, c'est-à-dire avant la campagne électorale. Regardez. La mission d'observation électorale CENCO-ECC a procédé à une analyse approfondie de la cartographie qui renseigne plusieurs chiffres différents concernant le nombre d'électeurs repris dans le fichier électoral et dupliqués jusqu'à 4 fois dans la cartographie de bureaux des votes. Elle indique que le territoire de Kailo dans la province du Maniema a été omis et invite la CENI à corriger ses erreurs. Il ressort de cette analyse que la CENI a communiqué plusieurs chiffres différents concernant le nombre d'électeurs repris dans le fichier électoral. En effet, le rapport de la CENI renseigne que 43 941 891 électeurs avaient été inscrits dans les 26 provinces de la RDC à la date du 15 juin 2023. Alors, la loi portant répartition des sièges mentionne un total de 43 491 891 électeurs en RDC, soit une différence de 450 000 électeurs. En plus, la répartition des votants dans la cartographie de bureaux de vote indique 44 541 683 électeurs inscrits, soit une différence de 1 49 792 électeurs par rapport aux statistiques ayant déterminé la répartition des sièges.
La mission d'observation électorale 5O ECC recommande à la population de consulter la liste provisoire des électeurs, la cartographie de bureaux de vote, ainsi que la liste définitive des électeurs qui sera affichée 15 jours avant la date prévue pour les scrutins. Aux candidats, partis et regroupements politiques, elle recommande à faire usage de leurs propres cellules techniques électorales afin d'analyser toutes les données ouvertes par la CENI. Notons que la mission d'observation électorale 5O ECC poursuit sa mission d'observation des différentes opérations électorales et l'analyse des données de la liste provisoire des électeurs et la cartographie de bureaux de vote. Parlons sécurité. Les incidents mortels et tensions qui ont secoué les territoires de Malemba-Nkulu dans la province du Olomami, espace du Grand Ex-Katanga ces derniers jours, ont suscité le tollé général et ne cessent de provoquer des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais au niveau national et à l'étranger. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit depuis le mardi 14 novembre 2023 le gouvernement provincial ainsi que tous les services de sécurité de prendre toutes leurs dispositions. Images et commentaires, suivez. Qu'en est-il exactement des événements malheureux survenus au territoire de Malemba-Nkulu, en la province du Olomami, dans l'espace de l'ex-Grand Katanga? Des groupes de jeunes Katangais originaires de la province du Olomami ont ciblé et causé la mort de quelques ressortissants kassaïens, initiant ainsi une spirale de violence généralisée. Tout serait parti d'un incident initial survenu le samedi 11 novembre dernier, impliquant un différend entre un conducteur de moto-taxi et ses deux passagers, qui s'est terminé par la mort du chauffeur qui a été agressé puis brûlé vif en pleine rue. Cet élan a provoqué le déclenchement brutal de certains habitants qui se sont rués dans une chasse aux sorcières en attaquant et incendiant des maisons appartenant à des Kassaïens. La tension est montée depuis et la suite a été marquée par une fureur croissante, entraînant une chasse aux Kassaïens partout avec bilan provisoire, plusieurs maisons incendiées, 4 décès, un viol grave et l'agression de 2 policiers. Ce qui est alarmant est que la nature de l'origine de tout ça surprend lorsqu'on calcule les conséquences. On croirait des réactions préméditées. Pendant ce temps, cet épisode de violence survient dans un contexte déjà troublé par l'activité des diverses milices locales et mobilisation des tendances politiques impliquées dans cette escalade. On ne peut ne pas indexer les discours des politiques qui sont en réalité à l'origine de cette montée de tribalisme et d'intolérance communautaire. Lors de son adresse à la nation le mardi 14 novembre au Congrès, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a repris ces incidents de Malemba-Nkulu et déclaré que des mesures allaient être prises contre ces faits et a appelé les Congolais et Congolaises à bannir ce genre d'attitude et de comportement inacceptable. Dans la même indignation, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, a lancé un appel à l'endroit des jeunes de cette partie du pays à préserver le vivre ensemble. Pour lui, la vie humaine est sacrée. Moïse Katumbi a demandé au pouvoir en place de punir les coupables de près ou de loin sans aucune réserve. Pour le leader du parti politique Envol Deli Sesanga, aucun acte de ce genre ne doit pas être toléré en ces temps des élections qui risquent de très mal tourner si la haine tribale gagnait plus de place dans les provinces. Parallèlement, des vidéos appelant au départ des Kassaïens, principalement du Haut-Katanga, ont émergé sur les réseaux sociaux. Ces récents événements survenus à moins d'une semaine du début de la campagne électorale suscitent des inquiétudes quant à une possible explosion des violences tribales dans plusieurs provinces. Aux dernières nouvelles, le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a affirmé pour sa part que de mesures ont déjà été prises. Madame la gouverneure de la province a reçu les ordres de procéder à des investigations pour comprendre cette violence inattendue à Malemba-Nkulu qui semble provenir de la manipulation des politiciens en mauvaise posture. Le gouvernement provincial du Olomami s'est employé de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la population à Malemba-Nkulu, pendant que les services de sécurité traquent déjà les auteurs de ces crimes et exactions d'une atrocité inimaginable entre des Congolais pour des différences tribales. Toutefois, les enquêtes selon le vice-premier ministre seront faciles, car avec les vidéos où les auteurs se filment eux-mêmes, personne ne peut fuir et aller loin, car Malemba-Nkulu est enclavé et c'est facile de les arrêter. Il s'agit donc d'une mise en scène pour perturber l'ordre public en cette période cruciale des élections. C'est ainsi que la piste des politiciens en mal de position laisse facilement croire à la main noire de quelques-uns de la région comme auteurs intellectuels de ces actes et tueries locales. Enfin, sur instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi Kankonde, le mardi 14 novembre,
Le gouvernement provincial de Lomami a dépêché sur les lieux une mission d'enquête en y associant la justice pour comprendre les mobiles de ces massacres et cette barbarie avant que d'autres mouvements extrémistes s'y ajoutent. Triste réalité. Changeons de chapitre à présent. Année académique 2023-2024, la rentrée a eu lieu le lundi 13 novembre 2023 à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC. Moïno Zangui, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lance une guerre contre les pratiques immorales dans le milieu universitaire. 2023-2024, ce sera l'année académique des numérisations des universités et des instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Par ceci, la maîtrise des effectifs, la lutte contre le tripatouillage des cotes seront effectifs et la transparence de la gouvernance sera garantie. Des orientations qui sont des ordres donnés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, aux différents comités de gestion des universités et des instituts présents à la désormais Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-Institut supérieur de Kinshasa. Cette adresse de l'autorité de tutelle devant les professeurs, recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire est un rituel d'avant chaque rentrée académique. Je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Pour le système LMD et les différentes réformes engagées et en cours d'exécution, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a promis de mettre à la disposition tous les textes légaux et élémentaires pour plus d'efficacité. Et puis, la réforme de la sous-traitance est en cours en République démocratique du Congo. Le gouvernement a entrepris cette démarche pour permettre à ces secteurs de booster l'économie congolaise. Pour y arriver, plusieurs actions sont menées par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Le directeur général de cette institution les a détaillés lors du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement. Cette série d'actions a permis d'augmenter le nombre d'entreprises œuvrant dans cette branche. Véningali Junior. Mesdames et messieurs de la presse. La première action menée par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés est la vulgarisation de la loi qui régit ces domaines. D'aucuns pensaient que la sous-traitance ne s'appliquait que dans le secteur minier et pourtant, elle concerne toutes les activités dans le secteur économique. Mieux la loi sera connue, mieux elle s'appliquera et facilitera les transactions pour canaliser les capitaux vers les activités qui profitent à toutes les couches sociales et au trésor public. La loi elle-même était méconnue. Et c'est peu d'entreprises principales qui pensaient qu'ils étaient concernés, et bien qu'ils étaient concernés, c'était une confusion. Ils pensaient qu'ils étaient concernés que dans la sous-traitance des prestations des services et les autres secteurs, par exemple comme les télécoms, pour eux, ils n'étaient pas concernés par rapport à la loi sur la sous-traitance. Nous avons commencé par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et vous avez vu que nous avons vulgarisé cette loi au travers de toute la République. Pour qu'une entreprise opère comme sous-traitante, elle doit avoir une attestation d'enregistrement qui l'atteste. Pour l'avoir, les Congolais doivent être actionnaires de cette entreprise à 51% contre 49% pour les expatriés. Et pourtant, 80% d'actionnaires congolais dont les noms s'est trouvé sur les attestations d'enregistrement n'étaient que des figurants. Pour changer cet état des choses, l'ARSP a annulé les attestations qui étaient autrefois définitives. L'ARSP le délivre actuellement pour une durée de 3 ans. Avant son renouvellement, il faut attester que les Congolais détiennent effectivement 51% de parts de l'entreprise. Ce n'est pas normal que lorsque vous venez pour avoir l'attestation, ou avant d'avoir les attestations, il faut avoir les statuts. Vous faites les statuts avec un Congolais dans les statuts comme actionnaire avec 51%, et après, il se retrouve qu'il n'est plus actionnaire. Donc, c'est de l'escroquerie. Et il fallait protéger notre population par rapport à ces systèmes d'exploitation abusifs.
Cette réforme entreprise en quelques 10 mois ont permis de multiplier le nombre d'entreprises œuvrant dans la sous-traitance. Elles sont passées de 3500 à 14 000. L'ambition de Miguel Cachal est d'atteindre 2 millions d'entreprises dans la sous-traitance. Nous avons trouvé 3500 sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo, ce qui est un contraste pour un pays de 100 millions d'habitants avec 35 entreprises de sous-traitance. Ça montre que, avec 3500 sociétés de sous-traitance, ça montre que l'entrepreneuriat n'existait pas dans ces pays. Et même si ça existait, ça veut dire qu'on n'y tenait pas qu'à. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à plus ou moins 14 000 entreprises de sous-traitance dans l'espace de 10 mois. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, l'entrepreneuriat doit devenir un mode de vie des Congolais. Pour ce faire, il doit être enseigné à l'école secondaire et à l'université. Nous pensons justement que l'entrepreneuriat est un des domaines phares. Au niveau du gouvernement, il y a d'ailleurs des propositions qui ont été faites pour inclure des cours d'entrepreneuriat dans les cursus universitaires ou même à un certain niveau des humanités. C'est dire toute l'attention que nous accordons à ces sujets parce qu'il s'agit de développer un pays de plus de 100 millions de personnes. C'est donc un immense marché pour tout le monde. Ces réformes doivent résolument se poursuivre pour l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Parlons infrastructure. Le travaux du projet pilote Chile-Gelou progresse dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est après les changements d'entreprise d'exécution de ces travaux suite à la résiliation du contrat avec Crexet. Une semaine après la reprise de travaux sur l'avenue Félix Tshisekedi, ex-Lusambo, l'entreprise Safrimex a entamé la pose de la couche de roulement. Un motif de satisfaction pour la population de Mbuji-Mayi. Le projet Chile-Gelou, lancé en 2021 dans plusieurs provinces du pays, reprend vie à Mbuji-Mayi. Issue sur l'avenue Félix Tshisekedi, ex-Lusambo, la route commence à être couverte de la couche de roulement. C'est l'entreprise Safrimex qui a commencé l'asphaltage de la route une semaine après la reprise des travaux. Ces travaux ont été laissés par Crexet, qui était encore à l'étape de la pose de la couche de base. En même temps, les travaux d'assainissement sont en train d'être exécutés sur l'avenue des Écoles qui recevra sa couche de roulement incessamment. Ces travaux de pose de l'asphalte se déroulent à la grande satisfaction de la population de la ville de Mbuji-Mayi. Les routes que nous avons aujourd'hui, contrairement aux autres années passées et qui sont en train d'être asphaltées, cela nous réjouit parce que notre ville est en train de prendre une autre image. Nous avons beaucoup souffert avec la poussière et l'état indigne des routes. Je remercie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de la population. L'entreprise chinoise Crexet qui avait gagné ce marché s'était illustrée par une lenteur dans l'exécution des travaux. Une situation qui avait créé des grosses frustrations et du mécontentement dans le chef de la population. Les habitants de la ville de Mbuji-Mayi lancent un appel à l'entreprise Safrimex qui remplace Crexet dans ce projet Chile-Gelou d'être plus sérieuse dans l'exécution des travaux. Nous avions pensé que les travaux du projet Chile-Gelou n'allaient plus continuer. Et maintenant, nous voyons comment ils évoluent à grande vitesse et nous croyons que l'entreprise Safrimex ira jusqu'au bout. Nous demandons à ceux qui exécutent les travaux de cesser avec les aventures comme cela fut le cas avec Crexet parce que ces travaux entrent dans le bilan du chef de l'État. Le projet Chile-Gelou, c'est 25 km de route à construire dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est aussi plus de 60 km de route dans plusieurs autres villes dont Kinshasa, Lusambo, Chikapa, Mweneditu, Kabinda et autres. Et pour finir en santé, l'UNICEF, en collaboration avec la synergie de syndicats des infirmiers du Congo et le programme élargi des vaccinations, ont organisé le lundi dernier un briefing du personnel infirmier en prélude de campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Ces enfants vont recevoir 2 gouttes pour les protéger contre la poliomyélite du 16 au 18 novembre. Cette formation s'est déroulée à l'hôtel Béatrice dans la
la commune de la Gombe. Jocelyne Massiala et Déo Tulombo. La motivation collective et la confiance. Débuté à 11h jusqu'à 16h, heure de Kinshasa, les personnels soignants ont suffisamment été outillés lors de cette séance briefing en prélude de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'objectif est de vacciner environ 24 466 enfants de 0 à moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national du 16 au 18 novembre 2023. Sur place, les facilitateurs ont tour à tour développé différents thèmes, notamment la situation épidémiologique actuelle en RDC, la gestion des vaccins et autres intrants, les directives pour le choix des acteurs de la campagne contre la polio, pour ne citer que ceux-ci. Nous attendons de ces professionnels de santé qui sont les infirmiers, c'est de sensibiliser les parents qui viennent avec leurs enfants au service des vaccinations, pour la vaccination des routines, mais qui viennent aussi dans les centres de santé ou dans les centres hospitaliers ou d'autres soins, de sensibiliser tous ces parents pour qu'ils acceptent que leurs enfants qui sont âgés de moins de 5 ans soient vaccinés. Les deux, c'est que eux qui sont au niveau opérationnel puissent contribuer à la recherche active des maladies qui sont sous surveillance, précisément les maladies à prévention vaccinale. Je vais citer quelques-unes: la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite. En tout cas, c'est pour ne citer que celle-là. Voilà, ce sont les deux principales attentes. Et puis, si on doit ajouter une autre attente secondaire, c'est que ces infirmiers puissent contribuer à la réussite de cette campagne qui est nationale. Nous voudrons que tous les enfants de moins de 5 ans reçoivent les 2 gouttes pour les protéger contre la poliomyélite. Selon le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF en sigle, un Congo sans poliomyélite est possible après cette campagne de vaccination. Nous voulons une RDC sans la polio. De 2011 à 2017, il n'y avait pas de polio à RDC. De 2011 à 2017, il n'y avait pas de polio à RDC. Comment est-ce que maintenant nous avons encore la polio qui est revenue? Vous voyez, les gens ont dit qu'on va arrêter la polio. Les personnels soignants se disent prêts à faire face à ce défi qui les attendent. Nous avons l'honneur de remercier notre partenaire parce qu'il nous a fait une fois de plus confiance. Il a fait confiance à notre organisation syndicale. Nous venons de bénéficier d'une formation très riche en vaccination. À l'issue de cette formation, vous et nous prenons un ferme engagement pour effectivement en finir avec la polio. Lorsque nous allons rentrer dans nos institutions, nous allons essayer de passer des messages très clairs aux parents, à la communauté et aux autres collègues infirmiers qui sont restés dans les hôpitaux pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, l'entrave contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination prendra 2 jours, soit du 16 au 10 novembre de l'année en cours, sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, faire vacciner les enfants, c'est les aimer et le protéger. C'est la fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va discuter dans la ville d'Entebbe en Ouganda avec les présidents William Ruto du Kenya et Yoweri Museveni de l'Ouganda dès le jeudi 16 novembre 2023 des questions liées au mandat controversé de la force de l'EAC dont les troupes sont déployées à l'est de la RDC. Faut-il renouveler les mandats de cette force? La réponse dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit
toutes les autorités et services concernés au niveau provincial par les incidents tribaux au territoire de Malemba-Nkulu, province du Olomami dans l'ex-Grand Katanga, de prendre des dispositions et mesures qui s'imposent pour établir toutes les responsabilités et tirer les conséquences de ces actes criminels et déférer leurs auteurs devant la justice. La synergie des infirmiers du Congo, le PEV, programme élargi des vaccinations, seront en campagne à partir de jeudi 16 novembre sur toute l'étendue du territoire national pour la vaccination des enfants de moins de 5 ans contre la poliomyélite. Cette campagne de la Solsico se déroule en collaboration avec l'UNICEF. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain avec le même plaisir. Bonsoir.